Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que je suis drogué. Beaucoup de gens pensent que, effectivement, pour être toujours énergique. Non, je ne suis pas drogué. Typiquement, en mémoire, j'ai 140 de QI, ce qui veut dire que j'ai une mémoire parfaite. Et il me regarde, il me dit, bon, à ce que je vois, vous avez les moyens, pourquoi vous avez appelé notre association? Et donc en fait j'étais hyper braqué, je me suis dit bon bah en fait j'ai parlé 1 heure mais pour rien parce que lui il faisait que juger mon apparence. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose je voulais déjà vous dire merci. Merci pour 3 raisons. Le premier merci, c'est pour vous, pour tous ces gens qui ont rejoint ma chaîne ces 2 dernières semaines. Je suis ravi de constater qu'on est pratiquement 2000 à être arrivés en 2-3 semaines, donc merci à vous. Deuxième chose, merci de voir mes vidéos. Merci d'être présent sur ces formats. Et troisième chose, merci aussi pour vos commentaires, voilà, qui sont hyper touchants, hyper motivants. Il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas, qui viennent commenter mes vidéos. Merci également à vous de commenter ma vidéo parce que moi, ce que je retiens, c'est que vous m'aidez à mettre ma vidéo en avant dans l'algorithme YouTube. Bref, donc voilà pour mon discours de remerciement. Je fais cette vidéo parce que j'avais très envie de partager avec vous mes neurodiversités. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ce mot, neurodiversité, en fait, ou les neuroatypismes, comme on peut un peu dire aujourd'hui, c'est toutes ces particularités mentales qu'un individu peut avoir. Ça peut être léger, ça peut être modéré, ça peut être plus grave. Et en général, c'est quand même lié à l'émotion, aux humeurs et au comportement de la personne. Et je voulais faire cette vidéo pour vous partager en fait un nouveau petit bout de moi, parce que moi, j'ai été diagnostiqué HPI, TDAH, et on m'a également confirmé que j'étais hypersensible. Donc, que les choses soient claires à partir de maintenant, je ne suis pas là pour faire un cours sur le TDAH, sur le HPI ou l'hypersensibilité, mais en revanche, je suis là pour vous partager moi ce que j'ai appris, ce que je connais de ces particularités et comment je vis avec. Si vous voulez savoir comment une personne, par exemple TDAH, vit son quotidien et concrètement ça veut dire quoi, je suis là pour ça. Mais si vous avez besoin de vous prescrire des médicaments, désolé, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Bref, j'ai décidé de partager cette vidéo en 2 parties. La première, moi, je veux déjà un peu voilà, vous expliquer, vous refaire un petit peu le chemin de cette thérapie et de comment j'ai appris tout ça. Et la deuxième partie, en fin de vidéo, je répondrai du coup à vos questions. Oh. Bon, je vais le fermer. Ça va être plus prudent. Je répondrai à vos questions parce qu'en effet, j'ai fait une story hier sur Instagram en vous demandant si certains d'entre vous avaient des questions à me poser concernant en effet ces particularités. J'ai eu quelques questions, j'en ai pris voilà quelques-unes et donc j'y répondrai en deuxième partie. Bref, la vidéo peut commencer. Ah ah voilà, ça fera office de générique. Donc, la première partie, c'est voilà, vous expliquer un petit peu. Moi, il faut savoir que j'ai commencé une thérapie il y a maintenant 2 ans et 2 mois, parce que j'ai commencé à avoir une psy quand on était en mars 2022. C'est un choix que j'ai fait, en fait. Personne ne m'a poussé. Moi, je reste convaincu qu'il ne faut pas forcer les gens à les consulter et qu'il faut, oui, les conseiller, peut-être les faire comprendre qu'ils en ont besoin, mais ne pas prendre rendez-vous à leur place ou ne pas les forcer de façon harcelante, parce que je pense que c'est une décision qui doit venir de nous-mêmes. Pour vous raconter un peu l'histoire, moi il y a 2 ans et demi, voilà, j'avais déjà commencé à donner la parole aux gens sur mon média thème initialement. Plus je rencontrais les gens et plus je comprenais que eux ils s'étaient compris et je me disais oh là là j'aurais bien aimé avoir une si bonne conscience de moi et je sentais que j'avais des questions à poser, que j'avais des choses à comprendre, que j'avais des comportements qui avaient peut-être une origine. Je me disais putain, concrètement, toi, tu réfléchis comme ça, il y en a d'autres pas vraiment, toi, tu fais les choses comme ça, il y en a d'autres pas vraiment. Et donc bref, je rencontre des gens qui ont fait ce travail, moi je sens que j'ai besoin de faire ce travail, donc je me dis, je vais le faire pour un jour peut-être avoir le discours que ces gens avaient, que je rencontrais donc dans le cadre de mon média. Et je commence alors une thérapie, pour pas vous mentir, j'avais pas les moyens à ce moment-là de me payer vraiment un psy ou un psychiatre, donc je m'étais orienté vers une association, voilà, qui s'appelle EPOC, EPOC,
Et en fait, cette association, elle est en vrai hyper utile. Et d'ailleurs, merci à ce genre d'asso d'exister. En fait, c'est une association qui permet de mettre en lien des futurs patients et des experts, et en fait, dans un cadre un petit peu informel, du sens où les consultations ont lieu peut-être dans des salles de classe, dans des endroits un petit peu délaissés, et l'association fait de ces espaces des endroits de consultation. Et en fait, vous prenez rendez-vous sur le site, l'association vous appelle, et en fait, assez rapidement, elle vous propose un créneau de consultation, et vous faites cette consultation. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prix fixe. C'est-à-dire que chaque patient peut donner le montant qu'il veut après sa consultation. Donc ça peut aller de 5, 10, 15, 20 euros. C'est vraiment chacun selon ses moyens. Donc trop bien, moi ça correspondait complètement à ce que je cherchais, c'est-à-dire de l'aide mais pour pas cher. Et donc je trouve cette première consultation, je fais cette consultation, et en fait j'arrive à ce moment-là, je fais 1 heure et je dis voilà au psy en question, je pense que en ce moment je questionne mon rapport à l'autre, et je pense que peut-être que je ne fonctionne pas comme la plupart des gens. Et là, il me pose 2, 3 questions. Je me rappelle ce jour-là, un manteau que j'avais acheté en friperie 20 euros. Et il me regarde, il me dit, bon, à ce que je vois, vous avez les moyens, pourquoi vous avez appelé notre association? Et donc, en fait, j'étais hyper braqué. Je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai parlé 1 heure, mais pour rien, parce que lui, il faisait que juger mon apparence, et que, selon ses dires, je n'avais pas ma place parce que je portais un manteau de Folcoat que, en vrai, j'avais payé donc 20 euros en friperie. Donc bref, première expérience pas très concluante, mais je ne lâche rien. Je reprends rendez-vous avec un psychiatre, pareil, bref, c'était pas très concluant, mais je ne lâche rien. Et enfin, je trouve une psychologue que j'ai encore aujourd'hui, et j'ai fait ma première consultation le 17 mars, il y a donc 2 ans et 2 mois. Et en fait, dès la première consultation, cette psy en question me laisse parler pendant 1 heure, et à la fin, elle me pose une question. Elle me dit, est-ce que on vous a déjà demandé si vous étiez HPI, donc haut potentiel intellectuel? Et moi, je lui dis non. Après, j'ai pas fait genre ah non, ah ouais. Moi, j'avais quelques doutes parce que voilà, j'avais rencontré des gens qui avaient été diagnostiqués, mais j'ai jamais fait de diagnostic. Elle me dit bah vous devriez le faire. Et en fait, j'étais un peu hésitant parce que c'était 400 euros. Puis finalement, elle m'a dit non, mais vous avez besoin de mettre des mots sur ce que vous êtes pour vraiment mener à bien cette thérapie. Bref, du coup, je l'ai écouté. J'ai fait, je me rappelle, le 20 avril 2022, ce diagnostic. Et bref, c'est un test qui est un peu long, et d'ailleurs si certains sont intéressés, je pourrais aussi en parler sans aucun problème. Et à la sortie de ce test, en effet, la psychiatre qui m'a fait passer ce test me dit que j'ai 137 de QI. Et donc là j'apprends que que je fais partie en effet de ces QI à haut potentiel. Et pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je fais cette vidéo, c'est donc pour vous parler de ce HPI. En fait, il faut savoir que le HPI, ce sont les personnes qui sont extrêmement intelligentes ou extrêmement intelligentes. C'est-à-dire qu'il y a une courbe, le QI moyen est entre 100 et 120, et quand vous dépassez les 120 QI, vous faites partie de ces gens intelligents. Quand vous dépassez les 130, vous êtes extrêmement intelligent, et vous faites partie des 2,2% de la population qui ont ce QI. Donc, je fais partie de ces 2,2% de la population. Il faut savoir que ce n'est pas du tout qu'un chiffre. En fait, quand tu es HPI, ça a un impact sur tes émotions, sur tes comportements, sur ta maturité, sur tes sensations, sur tes sens, un peu sur tout. Globalement, moi, si je parle au nom de mon cerveau, hein, qui lui est HPI, en fait, c'est un cerveau qui m'aide aujourd'hui effectivement à comprendre rapidement, qui m'aide à cerner rapidement, et qui m'aide aussi à avoir, je pense, des sens développés, que ça soit voilà le toucher, le goût, ce qui est en lien également avec mon hypersensibilité dont je vous parlerai juste après. Et c'est vrai que moi, typiquement, mon QI est très élevé en mémoire, en réflexion émotionnelle, en capacité de travail. Donc en fait, typiquement en mémoire, j'ai 140 de QI, ce qui veut dire que j'ai une mémoire parfaite. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous expliquer que les personnes HPI disposent, je pense que selon le HPI, les compétences peuvent changer, mais les HPI disposent de compétences surdéveloppées, comme moi avec ma mémoire, ma réflexion, ma capacité émotionnelle. Ça, c'est un peu les bons côtés. Il y a aussi les mauvais côtés, c'est-à-dire que j'ai un cerveau qui réfléchit tout le temps, qui réfléchit très vite, donc très vite tout le temps. Je vous laisse imaginer un petit peu ce qui se passe. En fait, c'est comme si j'avais 2 hamsters comme ça qui... Voilà. Et là, j'attends en fait que l'un des deux puisse mourir afin de
soulager mes pensées. Bref, donc le côté un peu plus chiant, un peu plus déprimant, c'est cette partie-là, parce que quand tu réfléchis trop vite, tu es submergé, tu es pris de panique parfois, et comme tu réfléchis vite, tu es facilement plus anxieux, tu es facilement plus stressé, plus nerveux. Et en fait, quand tu ne comprends pas au début ce qui se passe, quand t'as pas mis de mots, quand t'as pas fait ce test, c'est-à-dire que moi, il y a 2 ans, j'étais en panique, je comprenais rien. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je maîtrise mes émotions, j'ai compris, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette partie où c'est très compliqué parce que ton cerveau ne cesse jamais et on a cette fameuse pensée qu'on appelle en arborescence où quand tu as une question, au lieu de trouver une réponse, tu vas te poser une autre question. À cette autre question, au lieu de trouver une réponse au moins à cette nouvelle question ou à la question précédente, tu vas ressortir d'autres questions. Et en fait, ce qui fait que tu ne vas jamais t'arrêter. Ce qui est aussi en lien, moi, avec mon hyperactivité. C'est-à-dire que l'hyperactivité, oui, c'est une hyperactivité de mouvement, mais j'ai également une hyperactivité de pensée. Donc ce cerveau, c'est un cerveau voilà, qui est très compliqué à comprendre, qui est très compliqué à cerner et qui aussi peut vous faire rapidement sentir à part parce que vous avez cette réflexion. Alors, ça veut pas dire qu'elle est supérieure, mais je dis juste qu'elle est différente. Vous avez une réflexion différente qui fait que vous ne vous retrouvez pas, en fait, dans les réflexions partagées par la plupart des gens. Donc vous avez ce sentiment de solitude, ce sentiment de peur aussi, parce qu'on se dit putain, mais pourquoi je lui ressemble pas, pourquoi je pense pas comme eux, et du coup on pense qu'on fait mal, alors qu'en vrai pas du tout. Donc c'est très compliqué. Mais moi aujourd'hui, je le vis bien, honnêtement, j'ai réussi à en faire une force, j'ai réussi justement à faire de ce cerveau un atout stratégique, j'ai envie de dire, parce que j'ai fait ces 2 ans et demi de thérapie et que j'ai appris à gérer. Donc c'est comme vous voyez, c'est du travail. Et c'est vrai qu'à ce cerveau, du coup, se combine ce TDAH, donc ce trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, vous pouvez être soit TDA, soit TDAH. Moi, je suis TDAH, et comme je voulais un petit peu amorcer il y a quelques minutes, j'ai cette hyperactivité de mouvement. Alors, l'hyperactivité de mouvement, on imagine souvent les gens qui bougent partout, qui s'arrêtent pas, machin. C'est le cas, mais moi j'ai aussi, comme vous voyez, je parle tout le temps comme ça, donc même quand je suis assis, je bouge. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que je suis drogué, beaucoup de gens pensent que, effectivement, pour être toujours énergique et aussi, parfois, moi je parle fort, notamment sur les émissions que vous avez pu voir sur Aja, il y a des fois où j'étais très animé et du coup j'ai eu des commentaires de oui, t'es drogué, t'as pris ça, t'as pris ça. Non, je ne suis pas drogué, je suis juste hyperactif, ce qui fait que mon corps est tout le temps en mouvement. Voilà, et là, faut que j'arrête, je vais m'entraîner. Mon corps est tout le temps en mouvement. Donc, oui, il y a cette partie de mouvement corporel, mais il y a aussi une partie dans l'hyperactivité qui est, comment dire, que vous avez toujours besoin de vous sentir stimulé. C'est-à-dire que moi, je suis toujours sur plein de projets. Je suis toujours sur, comment dire, plein de montages. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Donc, je vais réfléchir aussi non-stop. Alors, une personne TDAH qui n'a pas fait un travail sur elle va se perdre dans ses idées. Moi, aujourd'hui, encore une fois, j'ai fait ce travail, je pense que je me retrouve bien, j'ai trouvé une organisation, parce que aussi on entend souvent, oui, un TDAH, c'est quelqu'un qui va passer le balai, puis après il va oublier son balai, il va appeler quelqu'un au téléphone, puis il va faire la vaisselle, il va oublier qu'il a fait la vaisselle. Moi, je suis pas dispersé, enfin, je suis pas ce type de profil TDAH, j'ai toujours été de manière générale assez organisé, assez carré. Moi, je sais où je vais, je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, je sais avec qui le faire, je sais quand le faire, voilà. Donc, on est tous aussi différents. Et d'autant plus aujourd'hui, où moi, comme j'ai fait ce travail-là, cette hyperactivité-là qui a souvent mené mon corps à sa perte, j'ai réussi à l'écouter. C'est-à-dire que quand mon corps, je sens qu'il a trop bougé, je me pose et je l'écoute. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, je travaillais trop, mais je pourrais même pas vous dire, peut-être que aussi je vous ferai un jour une vidéo sur comment je travaille, la quantité que je peux faire et qui est pas du tout bonne. Et ben en fait, à 1 an et demi, j'avais trop travaillé et je n'arrivais plus à me lever. Voilà, je n'arrivais plus à me lever, j'avais pas assez écouté mon corps, l'hyperactivité avait trop pris le dessus. Enfin bref. Donc il faut vraiment écouter son corps et ça je le redirai jamais assez. Et dans le TDAH, il y a aussi le A de attention. Moi en fait mon déficit de l'attention, il s'exprime par le fait que typiquement je ne peux pas rester focus sur un écran trop longtemps juste en regardant un film. Par exemple, moi aller au cinéma c'est une corvée, faire une expo c'est une corvée, faire un musée c'est une corvée, aller au théâtre c'est une corvée. En fait je suis très vite ennuyé, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi de TDAH a du mal à rester assis longtemps parce que déjà mon corps a besoin de bouger et en plus mon attention n'est plus là au bout d'un certain temps parce que je vais penser à autre chose, je vais me projeter ailleurs. Comme à la fac, j'ai fait 4 endroits, je n'ai jamais pu mettre un pied en amphithéâtre parce que j'avais essayé 2-3 fois, je suis resté une demi-heure sur les 3 heures.
Parce que taper sur mon ordinateur, ça me fait pas du bien, en fait. J'ai toujours ce besoin, et encore aujourd'hui, ça, hein, j'ai toujours ce besoin d'être en mouvement. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vis mon TDAH, mais c'est aussi quelque chose qui me permet de faire plein de choses. C'est quelque chose aussi qui participe à ce cheminement de pensée. C'est quelque chose aussi qui me donne un peu un mental, j'ai envie de dire, où comme mon corps a toujours besoin de bouger, je vais jamais lâcher. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si jamais tu te reconnais un peu dans ça, n'hésite pas à en parler, à faire des tests. Moi, c'est vrai, pour être transparent avec toi, j'ai jamais fait le diagnostic officiel du TDAH parce que bon, en fait, après avoir payé le test du HPI, et puis tous les frais que j'ai à côté en vrai. Je voulais pas repayer un test pour le TDAH, mais tu vois, genre ma psy, elle me l'a confirmé, on en a beaucoup parlé, donc je sais que je le suis, en fait. Parfois, il y a pas besoin de mettre des chiffres ou des lettres, hein, seulement, voilà, un ressenti et l'avis d'un expert, suffit. De toute façon, avec vos questions, je pense que j'en reparlerai un peu plus de l'HPI, du TDAH, mais aussi il y avait donc cette hypersensibilité. Alors ça, pour le coup, il faut, que tu saches que ce n'est pas pour moi c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, c'est vraiment une particularité d'une personnalité. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles, comme moi, ont leur sens développé, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher, que ce soit aussi comment dire, j'ai oublié les autres sens, excusez-moi. Donc je rebondis autrement, et ils ont également une capacité émotionnelle très développée. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles, comme on le dit souvent, ce sont un peu des éponges, parce qu'en fait ils aspirent les émotions des autres, et en fait où qu'ils passent, ils prennent ces émotions. Donc comme une éponge, où elle passe, elle prend les miettes. Eux, bah nous, dès où qu'on passe, on prend les émotions. Les personnes hypersensibles ont aussi un instinct. Ils ont un instinct extrêmement développé. Ils sentent les énergies. Moi, typiquement, mon hypersensibilité, je la sens parce que ça m'arrive très souvent de rencontrer des inconnus, de sentir, soit j'ai un... Après, vous allez me dire, mais on a tous un instinct, c'est vrai. Mais les personnes hypersensibles vont savoir aussi, typiquement, analyser une personne dans son comportement, dans ses réponses, dans sa façon de poser sa voix. Moi, si vous voulez, il y a plein de fois où je me surprends d'ailleurs à connaître la personne avant même qu'on ait fait connaissance. Vous voyez, il y a une fois où j'étais dans une terrasse et des potes amenaient d'autres potes, et une personne, je la laisse parler, elle parlait avec mes autres potes, et à la fin, je lui pose 2, 3 questions, elle me dit mais comment tu sais? Et en fait, les personnes hypersensibles, en plus des sens développés, ils ont aussi cette capacité, je pense, en tout cas pour moi, à cerner rapidement les gens. Et c'est vrai que l'hypersensibilité est hyper utile parce que on a tous ces sens développés, que ça nous aide, je pense que ça nous fait gagner un petit peu en maturité globalement, mais il y a aussi un côté un peu plus compliqué où forcément quand on éponge les émotions des autres, ça nous fait du mal. Et c'est-à-dire qu'un rien peut turn up en fait notre émotion, un rien peut nous mettre mal, un rien peut nous mettre heureux. Alors moi, je ne fais pas partie des gens hypersensibles qui sont susceptibles, c'est-à-dire que demain on me dit mon pull il est moche, je m'en fous. Demain on me souhaite pas mon anniversaire, je m'en fous. Mais moi, si vous voulez, mon hypersensibilité, elle est où parfois je peux, notamment dans le cas du travail, où je peux prendre rapidement les choses pour moi, alors qu'en vrai, il n'y a rien de mal. C'est-à-dire que je vais entendre une remarque, je vais entendre un conseil, mais parfois, si quelqu'un, je lui pose une question, elle ne me répond pas, parce que juste elle n'a pas entendu, je vais me dire, ah zut, tu voulais pas me répondre. Donc j'ai ce côté, et c'est ça être aussi hypersensible, c'est souvent, voilà, prendre un peu tout pour nous, c'est prendre tout à cœur. Moi, je prends tout le temps tout à cœur. Je prends tout le temps tout à cœur, et ça me bouffe le cerveau. C'est-à-dire que c'est bien parce que ça m'aide aussi à faire vivre ma passion, hein, mais ce qui me cause du tort parce que bah, parfois je me mets mal pour rien. Donc voilà, mais après, globalement, et après on passera à vos questions, le HPI, le TDAH et l'hypersensibilité, je suis très content d'être cette personne-là aujourd'hui. J'ai appris honnêtement à vivre avec tout ça. Il y a eu vraiment des moments très 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 compliqués intérieurement, où vraiment j'allais pas bien, où je pleurais parce qu'il y avait trop d'infos. Je me comprenais pas en fait. J'avais pas mis tous ces mots, donc je me comprenais pas. Et il est très important de se comprendre. Donc si je fais cette vidéo aussi, c'est pour vraiment vous dire, si vous avez le moindre doute, si vous sentez quelque chose, bah faites confiance à cet instinct, comme moi j'ai fait, et allez faire ces diagnostics. Bref, je passe du coup à la partie question. Ah oui, générique. Question. Question. Ah. Question. Ah. Voilà. Je vais le mettre là. Là. Non, je vais pas le mettre là, c'est pas beau. Je vais le mettre là.
J'essaie quand même de faire un truc pas mal. La première question, on me demande si je prends un traitement. Excellente question. Alors, pour le haut potentiel intellectuel, il n'y a pas de traitement à faire. Enfin, en vrai, c'est juste le cerveau qui est comme ça, et ça nous rend comme ça, comme je l'ai expliqué. Pour l'hypersensibilité, je crois qu'il existe effectivement, enfin, de manière générale, en fait, pas pour l'hypersensibilité, mais pour les gens qui ont des pathologies, des troubles ou qui sont hypersensibles, il y a des régulateurs d'humeur, je crois, qui peuvent effectivement nous permettre d'apaiser un peu tout ça et de calmer l'anxiété, parce qu'en effet, quand on est hypersensible, TDAH, HPI, ou quand on a des troubles comme le trouble bipolaire ou de la personnalité borderline, effectivement, on est aussi sujet à beaucoup d'anxiété et il est possible de calmer cette anxiété-là et donc un petit peu de réguler les émotions avec des médicaments. Et pour le TDAH, en effet, il y a des médicaments très connus qui s'appellent la Ritaline, il me semble si je le dis bien. Et oui, moi, ma psy me l'a proposé parce qu'il y a une consultation, je lui avais dit, je crois que c'était il y a 6 mois, 8 mois, j'ai été la voir, je lui avais dit, j'en peux plus, mon cerveau il s'arrête pas, je bouge tout le temps, j'arrive pas à me poser, même quand je suis assis j'ai envie de me lever, je dois toujours être en mouvement, j'en pouvais plus à tel point que ça me faisait du mal, mais enfin, peut-être c'est un peu compliqué de comprendre, mais vraiment ça me faisait du mal en fait, j'étais pas bien, mais en fait je pouvais pas faire autrement. Bref, je vais mettre un coup de boule bientôt. Et elle me propose ça, et moi j'ai jamais pris, parce que je me suis toujours dit que, en vrai bon ça va, j'étais qu'à 1 an et demi de thérapie, que j'apprenais un peu, je commençais vraiment à je commençais, non, je commençais vraiment à comprendre tout ça, donc je voulais au moins me laisser le temps de savoir si moi je pouvais ré- gérer ça tout seul. Donc j'ai refusé parce que j'avais la conviction que j'étais pas dans le besoin en fait extrême, que ça allait et que en parlant ça allait suffisamment m'aider. Donc j'ai refusé et je pense pas que j'en prendrai parce que voilà, aujourd'hui honnêtement, après encore une fois plus de 2 ans de thérapie, aujourd'hui je pense avoir, même s'il y a encore des moments un peu compliqués, j'ai commencé, enfin je pense quand même, enfin je sais même que je sais gérer. Ah, je sais aujourd'hui que je sais gérer ça. Voilà. As-tu déjà été en psychiatrie? Non, moi je n'ai jamais été interné. Alors, comme ça que je disais aussi au début de l'intro, il y a vraiment des stades légers, modérés, graves, avancés. Moi, en fait, comment dire? Je n'ai jamais été en psychiatrie parce que là, je n'ai pas de maladie. Les personnes qui vont en psychiatrie, ça peut être les personnes qui sont bipolaires, les personnes qui sont borderline, les personnes qui sont anorexiques, ça c'est une maladie. Voilà, moi j'ai juste des particularités mentales, j'ai envie de dire, mais j'ai pas de maladie, en tout cas de ce que je sais aujourd'hui. Après, si un jour j'en ai besoin, je dirais, et puis je vous ferai un reportage dessus. On me demande si pleurer quand on est en colère fait partie de l'hypersensibilité. Alors, c'est très dur de répondre à ça, parce qu'il y a des gens qui sont pas hypersensibles qui vont pleurer quand ils sont en colère. En fait, l'hypersensibilité, c'est pas juste pleurer ou rire, hein. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. C'est pour vraiment essayer, avec le peu d'expérience et de connaissances que j'ai me concernant, de le dire. Donc, si demain, tu es en colère et que tu pleures, ça c'est pas toi quelqu'un d'hypersensible. En revanche, c'est vrai que oui, les personnes qui sont en colère peuvent pleurer. Moi, je sais que typiquement, pendant longtemps, mon hypersensibilité dans ces moments de colère s'exprimait par de la nervosité. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais vexé, déçu, triste, énervé, je ne pleurais pas, je cassais tout. Parce que j'avais un excès d'émotions que je devais extérioriser et du coup, je devais tout casser. Mais toi, si effectivement, quand tu es en colère, tu pleures de façon intense et du coup un peu bizarre, enfin un peu too much, ça peut être en lien, mais voilà, l'hypersensibilité vraiment c'est pas que pleurer ou c'est pas comme on entend parfois avant en tout cas, oui tu pleures devant un film, t'es hypersensible. Non, hypersensible c'est un mot collé, c'est pas t'es hyper plus sensible. Voilà. On me demande si je me sens à part et si pendant mon enfance, mon éducation, je me suis senti à part. Concrètement, oui. En fait, je pense que j'ai une personnalité qui est à part, qui est à l'aise, qui est confirmée, extravertie, mais exubérante, mais à la fois qui est empathique, qui est passionnée, qui est entière, parce que j'ai tout ça. Et en fait, cette personnalité-là, en effet, qui n'est pas lisse, qui est très clivante, et en fait, ce côté clivant est dû hein, à mon HPI, à mon TDAH, à mon hypersensibilité, oui, fait que je me sens à part et fait que ce qui était compliqué à gérer, notamment au lycée, c'est de savoir que tu es à part, mais de pas savoir pourquoi, en fait. Parce que moi, au lycée, j'ai fait un lycée FEJ, juif religieux, et en fait,
on parlait pas du tout de santé mentale, on parlait pas du tout de ces particularités-là. Mais oui, j'analysais déjà les comportements des autres, j'analysais déjà mon rapport avec les autres, et je voyais très bien que oui, j'étais différent. Et je me rappelle que en effet, enfin, quand j'étais au lycée, il y a des moments où je me trouvais seul, et du coup j'écrivais des choses, et des années après je relis ces choses-là et je vois à quel point je me sentais à part. Mais d'ailleurs, tiens, je vais peut-être vous lire un truc que j'ai écrit, tiens, quand j'avais 17 ans. C'était un truc que j'avais écrit en 2017, hein, donc j'étais au lycée, j'avais 17 ans. Enfin 17-18, bah 17 ans je pense à ce moment-là. Bon, alors ne vous moquez pas, mais en gros, je pense que ça va carrément répondre à ta question de est-ce que je me sentais à part. Alors, ça fait: au rythme des saisons, une vague de couleurs fait battre mon cœur. Lorsque le vent souffle, s'envole mon sourire, laissant seule ma douleur. Entre mes larmes, la pluie traîne sur mon visage une vague de tristesse. La neige gèle mon âme et fige ma détresse. Les rayons du soleil fondent ces rares moments de douceur. Ils m'empêchent de conforter cette once de bonheur. Immuablement seul, les saisons passent et je m'efface. D'hiver à été, je ne trouve personne à qui me confier. Peine de quoi écrire mes plaies. Prisonnier de ce paradis noir, je cherche la boussole d'une vie meilleure, traînant mon cœur avec le poids de ses peurs. Voilà, bon, c'est très dramatique. En vrai, ça allait très bien. Enfin, ça n'allait pas très bien parce que oui, je me sentais seul par rapport à tout ce que je vous ai dit. Mais bon, c'est un peu surjoué, il y a des trucs qui vont pas, enfin voilà. Mais donc oui, pour te répondre, en effet, quand tu as tout ça, tu peux te sentir à part, mais finalement, aujourd'hui, j'en fais une force, et ce qui me rend, je l'espère, un petit peu singulier, et ce qui peut-être va m'aider aussi à avancer là où je veux avancer. Prochaine question. Est-ce que, comme moi, tu absorbes les émotions? Donc là, on revient un peu à l'hypersensibilité. Et oui, j'absorbe les émotions en tant qu'hypersensible, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'interdis d'être trop submergé par les émotions des autres, que je m'interdis de ne plus pouvoir contrôler justement ce genre d'émotions, et que je pense qu'il est justement important de consulter pour ça, pour gérer en fait les émotions. Après, c'est vrai qu'il est très compliqué, hein, de voir le contrôle sur tout ça, et c'est vrai que je ne pense pas qu'on puisse maîtriser tout le temps toutes nos émotions, pardon pour l'euro. Donc voilà, j'essaye de faire comme ça parce que sinon c'est impossible. Moi, en plus, qui suis en lien avec beaucoup de gens tout le temps, je peux pas. C'est vrai que, en fait, aujourd'hui, parfois, quand je sens que je prends trop à cœur, je me dis: bon, en vrai, ça va, prends pas autant à cœur, c'est pas tes histoires, ou t'as surinterprété, voilà. Donc, faut juste faire attention à comment, finalement, on reçoit l'émotion, et comment on décide aussi, je pense, de l'interpréter. Et comme ça, je me dis que moi, je suis un peu maître de ça, et ça me fait du bien. Voilà, j'ai pas pris plus de questions que ça, parce qu'après, la vidéo aurait été un peu longue. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous répondrai. Moi, ça m'a fait du bien aussi de vous parler de tout ça. Bref, merci à tous, merci à toi d'avoir écouté cette vidéo. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'espère que la suite va vous plaire. Je vous prépare quelque chose, je pense, qui peut être très cool pour très bientôt. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais soyez au rendez-vous. Et je vous dis, en tout cas, rendez-vous aussi ce dimanche à 16h pour une nouvelle vidéo, un nouveau témoignage. Normalement, ce dimanche, on va aborder les violences conjugales faites aux hommes, parce que pour la première fois, je reçois un homme, Kevin, qui a été victime de violences conjugales par son ex-compagnon. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça me fait du bien. Je lis, comme vous le voyez, tous les commentaires, je réponds à tout le monde, parce que j'adore vous répondre, et que je veux aussi qu'on puisse créer ce lien tous ensemble. C'est tout, hein? On s'arrête là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bon, on est d'accord? Ok. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Ah!